Est-ce que l'attitude expansionniste de la Russie, qui a commencé en Géorgie, c'était il y a à peu près 15 ans, et puis elle a continué avec la Crimée et l'Ukraine, est-ce que cet expansionnisme russe, il est légitime pour vous? Mais qui en toute humilité? Mais ça, c'est l'histoire. Oui, ça. non, l'histoire, c'est l'expansionnisme occidental, qui, sous couvert de la vertu de la prétendue démocratie, qui n'est en réalité qu'une appellation du mode de vie, de la gestion de la vie en cité, perçue par l'élite occidentale, c'est ça la démocratie aujourd'hui. Parce que chacun a sa perception, sa façon de gérer comment dirais-je, la démarche comment dirais-je, d'occuper les affaires de l'État et les affaires de la cité. Mais dès que vous n'êtes pas en conformité avec la méthodologie promue par l'oligarchie néolibérale occidentale, vous devenez clairement des personnes qui sont en dehors de l'histoire, selon leur propre paradigme. L'expansionnisme, c'est quand vous avez un bloc qui est en face de vous, et pour l'éliminer, vous utilisez le diviser pour régner, en faisant monter les mécontentements à l'intérieur de la contrée de votre ennemi. C'est ce qu'ils ont fait encore récemment sous Georges Soros, avec les révolutions de couleur, que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit dans le monde arabe. C'est toujours la même chose. Susciter des mécontentements à l'intérieur pour disloquer justement à la surface votre ennemi extérieur. C'est une malhonnêteté chronique. L'expansionnisme, c'est ce que l'Occident, les États-Unis et, j'insiste profondément dessus, leurs vassaux de l'Union européenne ont fait vis-à-vis du bloc de l'Est. Ayez le courage de dire les choses dans leur intégralité et ne dites pas que quand quelqu'un essaye de vouloir reconstituer ce que vous avez découpé et brisé, même s'il le fait d'une façon qui peut être critiquée, je l'entends parfaitement. Encore une fois, vous me posez beaucoup de questions sur la Russie. Poutine n'est ni mon père, ni mon messie. Simplement, je n'aime pas la malhonnêteté politique, ni la malhonnêteté intellectuelle. C'est tout ce que je dis. Il essaie de récupérer des espaces qui ont été phagocytés, qui ont été divisés pour arranger l'élite néolibérale occidentale. Et comme l'Occident a la force des médias, et ils ont face à eux une partie, heureusement pas tous, mais une partie de la population qui est profondément abrutie par ces médias, qui est contrôlée par la politique de l'hypocrite émotion, d'accord, où on s'indigne parce que France 24 ou Hanouna ou d'autres nous montrent les images de gens qui meurent, mais on ne s'indignait pas quand il y avait des populations qui étaient bombardées dans les différentes parties du monde, en Irak, au Moyen-Orient, etc., quand ça n'allait pas dans le sens des intérêts des Occidentaux. On a une indignation sélective. Et c'est cette indignation sélective qui donne la nausée à ceux qui connaissent l'histoire un peu plus en globalité que ce que l'on veut réduire dans les médias hypocrites que je viens de citer. Donc, pour vous résumer, Kémy Séba, c'est les États-Unis cachés derrière l'OTAN et sans doute l'Union européenne qui sont responsables de ce conflit. Mais c'est évident. Qu'on observe à l'heure actuelle. Mais c'est évident. Et d'ailleurs, si les médias occidentaux étaient honnêtes, vous savez, quand vous voulez critiquer... J'ai entendu tous les discours entiers de tous les chefs d'État, de tous les dirigeants qui critiquent la démarche de Poutine. Poutine a donné une réponse où il a fait un résumé historique. Je n'ai pas vu plus de 10 secondes de son discours qui était d'ailleurs masqué par une voix off. Pourquoi on ne veut pas? On a censuré les chaînes. C'est quand même assez extraordinaire. C'était peut-être la traduction. Oui, vu ce qu'il disait, je pense pas. Mais on a censuré les médias de Poutine ici, jusqu'à preuve du contraire. Initialement, France 24... On a fermé RT France, qui était donc la chaîne d'information financée par de l'autre côté, ils n'avaient pas fermé France 24, etc. à ce moment-là. Beaucoup de gens s'en sont indignés d'ailleurs. Pourquoi vous ne voulez pas le laisser? Ça vous a choqué, ça? Vous savez, plus rien ne me choque vis-à-vis de cette élite occidentale et cette élite française, si on veut parler plus précisément. Mais ça ne vous pose pas de problème que quand il y a comment dirais-je, un problème politique entre deux camps, on ne laisse pas parler ou s'exprimer l'autre partie. On ne veut influencer la population que dans une perception du monde. Ça ne vous pose pas de problème? Cette unipolarisation, cette monopolarisation du monde, moi je trouve que c'est quand même quelque chose qui me paraît problématique au mieux et malhonnête au pire. Ce qui sans doute... C'est vrai que je vais aborder sur un point un petit peu dans votre sens, parce qu'on n'en parle pas beaucoup et on oublie de le rappeler. L'Ukraine et son président Volodymyr Zelensky, qui est donc aujourd'hui perçu comme un héros, en tout cas pour l'Occident. Pour l'Occident, attendez. Pas pour tous les Occidentaux. Ouais. Enfin, une bonne partie, en tout cas. Vous êtes sûr? En tout cas, si l'on en croit les médias que vous avez dénoncés tout à l'heure. Je pensais que vous le croyez moins que ça, mais c'est vous qui le dites. En tout cas, non, mais là, je vais aller dans votre sens sur un point. Et c'est vrai qu'il avait préalablement violé le droit international en annonçant explicitement que l'Ukraine ne respecterait pas les accords de Minsk. C'était en 2014 et 2015. Vous pensez qu'il a une part de responsabilité importante là-dessus? Zelensky est objectivement une marionnette au mieux, un outil consentant au pire
de l'élite néolibérale, l'ancien humoriste devenu catapulté très rapidement par les mécanismes et les magies de l'histoire, au rang de président d'un pays qui a une très grande histoire et qui est aujourd'hui, depuis un certain nombre de temps, la passoire des désirs de l'oligarchie américaine et de l'oligarchie occidentale de manière générale. Zelensky est un outil, un agent d'influence de l'impérialisme occidental dans cette sous-région, et il a fait partie, dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, des personnes qui crachent devant le propriétaire au seuil de sa maison, il a fait partie de ceux qui ont contribué à faire monter ces tensions. Et la réaction, quand vous menacez un tigre ou vous menacez un ours, l'ours ne dit rien pendant x temps, au moment où il réagit, il ne faut pas que vous commenciez à crier en disant l'ours c'est quelqu'un de violent. Vous l'avez provoqué. Mais pardon, le fait que les États-Unis aient poussé l'extension de l'OTAN, vous l'appelez, jusqu'à l'est de l'Europe, presque aux frontières de la Russie, ça c'est en effet indiscutable. Est-ce que ça a justifié quand même Kémy Séba d'entrer en guerre ? Mais moi, ce qui me pose problème dans votre phraséologie, c'est que vous faites mine, je pense, parce que je vous sais très intelligent, de ne pas comprendre que on ne peut pas utiliser la phrase entrer en guerre quand la guerre est commencée déjà de l'autre côté. Quand vous êtes dans une démarche d'étendre l'OTAN et d'étendre l'influence de l'OTAN, d'étendre l'influence belligérante et donc menaçante de l'oligarchie d'Occident autour pour encercler une nation qui vous pose problème, la guerre, elle est polymorphe. La guerre n'est pas simplement les chars, les fusils et tout ce qui s'ensuit. La guerre, c'est une guerre économique. La guerre, c'est une guerre d'influence. L'OTAN, c'était une véritable menace pour la Russie, selon vous ? Vraiment ? En toute sincérité. Vous pensez que l'OTAN, le comportement qu'ils ont vis-à-vis de la Russie, ce n'était pas une menace des plus graves vis-à-vis de l'équilibre, de la paix dans le monde ? Faisons preuve, s'il vous plaît, d'un minimum de dignité. Vous ne pensez pas que c'est un prétexte par Vladimir Poutine pour entrer en conflit avec l'Ukraine ? Le prétexte, c'est l'oligarchie occidentale qui a poussé la provocation au-delà des limites de toute rationalité, d'accord ? Et qui, lorsque Poutine a réagi, maintenant, ont capturé cette séquence de la réaction pour présenter Poutine comme l'agresseur, pour justement établir leurs sanctions, que ces lâches, parce que c'est ce qu'ils sont, drapés dans leurs costumes et leurs chemises blanches, ce que ces lâches ont préparé depuis un certain nombre d'années, tout ce qui se passe là, l'élite occidentale qui n'a pas le courage d'affronter l'armée russe sur le terrain, tout ce qui se passe là, les sanctions économiques, la volonté d'asphyxie économique, qui ne va pas nuire en priorité à Poutine. Oui, il y a eu des propos absolument, alors là vraiment... Des gens qui parlent de incroyable. mort. Non mais il y a même eu des propos du ministre de l'économie, là, Bruno Le Maire, je ne sais pas si vous avez suivi. Bien sûr. C'était absolument irresponsable, ça, vraiment. Et il les a, d'ailleurs, il a rétropédalé dans... Oui, mais d'autres n'ont pas rétropédalé. J'entends des gens qui disent qu'il faut que le Poutine en question meure et tout ce qui... Enfin, j'entends des propos délirants en France. On parle d'une volonté d'asphyxier la population russe. Mais je vous pose une question. Vous pensez que l'asphyxie économique russe, pour que le rouble, qui n'est pas la monnaie la plus puissante du monde, s'effondre et que la population russe soit encore plus assiégée économiquement, vous pensez que ça, c'est pas une guerre violente ? Ça ne vous pose pas de problème ? Vous pensez que la guerre, c'est uniquement les chars qui bombardent des immeubles, etc. et tout. La guerre, elle est multiple et variée. J'ai été dans des pays dans le monde où la guerre économique tue des gens. Allez à Cuba, que nous connaissons très bien, aller au Venezuela, que nous connaissons très bien, aller en Iran, que nous connaissons très bien. Dans toutes ces contrées-là, je peux vous dire la violence de la guerre économique. Ce ne sont pas forcément tous des modèles de démocratie. Mais qui vous a dit que la démocratie que vous vendez est un modèle de société qui plaît aux gens ? Moi, je vis dans une région en Afrique de l'Ouest où... Mais que vous dénoncez d'ailleurs. Non. En tout cas, je vous n'allez pas attendre avec le président du Bénin. Je dénonce la corruption. Ah oui, d'accord. Première chose. Bon, on va y revenir après. Je dénonce, oui, je dénonce la persécution, d'accord, le népotisme, la persécution d'une élite vis-à-vis du prolétariat africain de manière générale. Cette élite, elle a peut-être été élue démocratiquement aussi. Non, on va y revenir. Excusez-moi, si vous voulez vraiment qu'on creuse dans l'histoire du Bénin, vous allez voir qu'il y a la démocratie que vous vantez tant. Elle n'a absolument aucune consistance dans le mandat actuel du président Talon. On va en parler après, on va occulter aucun sujet. Juste, on vient encore, pardon, l'Ukraine. Je vois que vous êtes très attaché à l'Ukraine. Non, mais actualité oblige. Écoutez, c'est un peu quand même... on parle de potentielle troisième guerre mondiale qui pourrait planer, dissuasion nucléaire, donc je pense que ça mérite quand même... La guerre mondiale troisième a commencé il y a longtemps déjà. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Enfin, la menace nucléaire, on l'entendait pas. Excusez-moi. Oui, elle était sous-jacente. Vous pensez qu'elle est réelle, cette menace, ou pas ? Moi, je pense que tout est réel et que quand vous poussez des gens à bout... Jean-Yves Le Drian a dit que le pire était peut-être à venir. Oui, bon, Le Drian, c'est pas quelqu'un que j'ai tendance à prendre en considération en ce qui concerne ces informations. Il a une affaire mafieuse d'ailleurs actuellement au Mali, dont il faudra peut-être qu'on ait l'occasion de parler. C'est
quand je parle de politique, j'essaie d'éviter de trop citer des mafieux. Et Jean-Yves Le Drian, on est l'un des plus grands. Et ce sont mes mots. Ce sont des propos qui n'engagent que... Bien sûr, je ne veux pas vous entraîner au tribunal. Non, mais... J'ai suffisamment d'expérience sur ce terrain. C'est un mafieux politique et mes amis qui sont au gouvernement malien savent très bien de quoi je parle. Ce sont des propos, encore une fois, qui n'engagent que vous, Kémy Séba. Pour résumer, donc, encore une fois, les États-Unis, selon vous, donc, auraient cherché la guerre en voulant étendre l'OTAN à l'Ukraine. Qu'est-ce que vous répondez? Là aussi, vous allez sans doute vous énerver un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est... Je m'énerve absolument pas. Je ris de la bêtise de certains, mais voilà, je m'énerve. Qui vous disent que cette théorie, c'est une théorie complotiste. C'est un mot qui revient de manière récurrente quand on veut disqualifier quelqu'un. Tout à fait. Quand on n'a pas les capacités intellectuelles de comment dirais-je, contrecarrer quelqu'un sur le terrain des arguments, eh bien on sort. Auparavant, il y avait la carte de l'antisémitisme, maintenant il y a la carte du complotisme. Ce sont des cartes magiques qui permettent d'éviter le débat. Je ne rentre pas dans ça. Le complot ne vient pas toujours de ceux que l'on croit. Parce qu'on entend parfois que cela permettrait à Joe Biden de laver l'affront et même l'humiliation historique qu'il a connue en Afghanistan, et que cela permettrait évidemment à Emmanuel Macron de sortir de la séquence Covid-19 et de s'offrir une stature présidentielle. Ça vous paraît être un complot, à la veille de l'élection des 10 et 24 avril en toute humilité, prochain. Ça vous paraît un complot ce que vous venez de dire là? Ça vous paraît c'est à vous que je pose la question, parce que moi je ne donne pas mon avis dans cette émission. Mais je peux vous répondre par une question en vous disant que ça... C'est une option envisageable selon vous. Ça a quand même tendance à ressembler à une situation que nous observons avec très grande précision aujourd'hui, ce que vous venez de dire. Les États-Unis n'ont jamais été autant humiliés, autant ridicules, n'ont jamais été autant présentés pour ce qu'ils sont. Je parle de l'oligarchie d'Occident et non pas le bas peuple. Et de la présidence de Biden, c'est ça? Évidemment, aussi de la présidence de Biden. Et de l'autre côté, Emmanuel Macron, qui était sur les genoux, a là une occasion de sortir et faire oublier. On ne parle plus du Covid. J'ai l'impression que je vis dans un pays où le Covid n'a jamais existé. Ça, très bien. Bon, ça me permet depuis le début de cette intervention en Ukraine, il n'y a plus de Covid. C'est très bien. Au moins, Poutine a cet avantage. C'est le médicament le plus efficace dans la lutte anti-Covid. Et je pense qu'il faut qu'on soit, comment dirais-je, dans une démarche de gratitude vis-à-vis de ce dernier. Bon. Plus largement, je voudrais, Kémy Séba, aborder avec vous un point sur lequel on revient peu, mais qui a attiré mon attention, et donc j'espère attirer la vôtre ici. C'est le fait que l'Ukraine était également au cœur de la politique américaine à l'époque de Donald Trump, puisqu'on se souvient que ce dernier avait demandé au président russe de diligenter une enquête visant le fils, précisément, de Joe Biden, notamment en lien avec des activités illicites et des relations avec des groupes néo-nazis. Quel est votre avis là-dessus? C'est une pure coïncidence ou est-ce qu'il faut peut-être y voir autre chose? Il n'y a jamais de coïncidence en politique, il n'y a juste qu'une addition de faits qui, lorsqu'ils sont tous corrélés, nous permettent de comprendre la pièce dans son ensemble et la carte dans son ensemble. Et évidemment que Biden a tout intérêt à faire taire un certain nombre de questionnements et d'enquêtes qui commencent à devenir gênants et qui sont dans les mains de ses adversaires politiques. De la même façon, ça me fait un peu penser à tous les dossiers que Muammar al-Kadhafi, paix à son âme, avait sur l'oligarchie française, l'empressement que Sarkozy avait pour faire taire ce dernier, tout comme Hillary Clinton, et Barack Obama fait quand même réfléchir quand on voit la parabole vis-à-vis de cette situation avec Poutine. Et évidemment que Barack Obama, vous êtes critique de son action? Mais parce qu'il est noir, je ne devrais pas être critique. Non, je ne sais pas, je pose la question. Excusez-moi, moi j'étais un grand fan du Cosby Show quand j'étais jeune, et donc je suis content de voir Barack et Michelle Obama, des afro-descendants, dans la Maison Blanche. Mais le sketch s'arrête là. La vie politique, la couleur de peau n'est pas une opinion politique. Barack Obama à la tête des États-Unis, même si pour moi ceux qui sont à la tête, c'est ceux qui contrôlent le fauteuil de la Maison Blanche et non pas celui qui s'assit dessus, qui, comme c'est dit de manière générale, est un locataire, mais pas le propriétaire. Mais ce sont les tenants de la finance internationale qui ont évidemment un certain nombre d'influences multiples et variées sur la politique de la Maison Blanche. On sait très bien que c'est par des lobbies additionnés multiples et variés eux aussi que l'élection présidentielle aux États-Unis, comme dans la plupart des nations occidentales se font. Vous nous parlez de démocratie, il n'y a pas de démocratie en Occident. Ceux qui sont soumis à l'agenda de l'oligarchie néolibérale passent. Et si vous ne rentrez pas dans ce paradigme-là, vous trépassez. Ou alors, vous pouvez jouer les nationalistes, mais toujours en étant dans une démarche de vous conformer... Vous pensez que cette élection de Biden, elle a été truquée? De vous conformer à l'intérêt de l'élite occidentale. Pour dire élection truquée, il faudrait que vous me trouviez une élection qui ne l'est 100% pas en Occident. Je n'ai pas de certitude sur ça, donc je ne rentrerai pas dans plus de détails. Mais pour moi, c'est un détail de l'histoire que de dire que l'élection de Biden aurait été truquée ou autre. Ce qui est sûr, c'est que Trump est rentré dans une sorte d'isolationnisme
qui dérangeait les tenants de la politique historique expansionniste des États-Unis. Sous sa présidence, il n'y a pas eu de guerre. Hein. Il faut quand même le relever, ça. Il a fait un tweet, enfin pas un tweet, non, puisqu'il est plus sur Twitter, mais il a dit récemment qu'en effet, sous tous les autres présidents, il y avait eu des guerres. Et c'est vrai qu'il faut lui reconnaître ça. Lorsqu'il a été président, pendant la durée de son mandat, il n'y a pas eu de guerre. Bon, c'est pas pour autant que je qu'il soit déclenché. C'est pas pour autant, oui, qu'il soit déclenché. Ça veut pas dire qu'il n'était pas dans un processus très menaçant vis-à-vis de certaines entités. J'ai en souvenir l'attitude. C'était peut-être l'équilibre aussi de l'attitude qu'il avait vis-à-vis de la République islamique d'Iran. C'est pas l'attitude de quelqu'un qui est un prix Nobel de la paix. Donc soyons sérieux. Même si Barack Obama, prix Nobel de la paix, a plus de sang sur les mains que lui, objectivement, en ce qui concerne la réalité politique internationale. Ah oui, donc là, reconnaissons-le. Ça y va. Bon, là encore, des propos qui n'engagent que vous. Mais et tous ceux qui étaient de raison aussi. Et les autres d'ailleurs. Kémy Séba, on parle de l'OTAN, on parle des États-Unis. J'aimerais encore une fois revenir. Alors là, ça nous touche plus de près puisque c'est évidemment de la France et de l'Union européenne. Quelle est encore une fois, est-ce que vous pouvez bien me préciser, selon vous, la responsabilité, non pas de l'OTAN, des États-Unis, mais de l'Union européenne dans cette crise? Déjà, on doit comprendre une chose, l'Union européenne... L'Ukraine qui demande d'ailleurs à intégrer l'Union européenne. Ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne aime bien la soutenir à distance quand ça chauffe, lui souffle dans l'oreille pour être dans une démarche provocatrice, mais quand ça chauffe, l'Union européenne est présente derrière le smartphone, mais pas suffisamment... Enfin, ils l'ont applaudi au Parlement. Ils l'ont applaudi par visioconférence. Ils n'étaient pas présents sur le terrain quand ça chauffe, parce qu'on sait comment ça se passe avec nos dirigeants qui aiment lancer des flashballs sur leur population, mais qui ne sont pas très courageuses pour être sur le terrain quand il le faut. Mais bref, fermons la parenthèse. L'Union européenne, dans sa constitution, sa structuration aujourd'hui, n'a strictement rien de souveraine. C'est un vassal, c'est un satellite des États-Unis. Tant qu'on ne comprend pas ça, on ne pourra aller nulle part. Mais donc, l'Union européenne, en tant que satellite des États-Unis, n'a joué de son influence vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine et dans la sous-région qu'à partir des recommandations de l'oligarchie américaine. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup souri au discours de Macron récent qui nous parle maintenant de oui, il est temps que l'Union européenne devienne souveraine. Il ne le fait pas parce que c'est un amoureux d'une quelconque souveraineté. C'est le politique à la logique la plus apatride qui existe, à mon sens, Emmanuel Macron, mais il est très conscient des critiques qui sont apposées vis-à-vis de l'Union européenne, qui est, objectivement, politiquement, un satellite géostratégique des États-Unis. Et ça, tout le monde le sait, du bas peuple jusqu'aux personnes les plus concernées.